Et à chaque fois qu'on se voit, tu me parles de Siemens. Donc je pense que cela t'a marqué comme ciseau DPO et que cela a permis de te lancer dans qui tu es aujourd'hui et que cela a été, à mon avis, formateur en quelque sorte. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a fait bifurquer d'administrateur système, en fait, vers la cyber, vers DPO, vers voire même le forensique, jusqu'à l'expertise judiciaire aujourd'hui, voire même avec tout ce qu'on entend en Belgique, DORA, NIS2, Act, DGA, toutes les régulations. Comment tu as bifurqué vers la cybersécurité à partir de Siemens? Bah, très logiquement, faisait partie, d'un de mes intérêts aussi au niveau technique de comprendre et d'analyser, des situations où il y avait eu des attaques informatiques et donc c'était un cheminement pour moi logique. Puis il y a eu, en 2015 la possibilité de faire cette formation expert judiciaire. Ça m'a convaincu, de m'inscrire, comme expert judiciaire au registre et donc d'être aujourd'hui, donc là, le forensics pour moi c'était une évidence. Et c'est lourd comme formation? C'est combien d'heures? 300, 400? C'est 600 heures, nouveaux experts, ils ont de la chance, c'est 300. C'est 300. Engagez-vous, il y en a pas assez. Ouais, OK. C'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas une certification comme on voit à la sauce ISO 17024. Je passe un ISO 27001 Lead Implementer, quel que soit le bureau de certification, et hop, je suis certifié expert. Donc il y a quand même une certaine rigueur derrière, du droit, j'imagine, C'est ça, en légal. fait, il y a c'est ça, il y a du droit, donc compétences, juridiques. On doit démontrer aussi son expérience et son expertise avec plusieurs années d'expérience, hein, un peu dans Mhm. différents domaines et on doit passer, voilà, dans le nouveau processus, on doit passer devant un jury, pour qui va vous qualifier aussi, Mhm. donc il y avait une période transitoire. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le registre, final définitif du registre et donc les experts se font, valider et dans ce processus-là, en fait, oui. Et donc j'imagine qu'en tant qu'expert, tu dois rester indépendant et forcément tu n'es pas sur payroll, mais plutôt indépendant par rapport, comme on nous dit en fait, tu dois être indépendant des parties, impartial et objectif. Est-ce que tu as déjà eu des cas où potentiellement il y avait des conflits d'intérêts, où tu aurais pu te récuser, tout comme on peut récuser un auditeur et dire non, là je ne m'engage pas pour telle et telle raison. Tu as déjà eu ça? Oui, j'ai eu, une demande, c'était une demande en 2021 lors du Covid. Donc un magistrat m'avait appelé, que je l'aide dans un dossier en particulier, un dossier technique et plutôt lié à la cybersécurité d'une application et je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, j'étais déjà expert d'une des parties, Mmh. vu que c'était un processus au niveau civil, et donc j'ai expliqué au magistrat que j'étais en porte-à-faux et donc que je devais m'écarter, de ce dossier-là. Mais en même temps, j'ai proposé, un autre expert et c'est celui-ci qui m'a remplacé dans le cadre de ce dossier. Ouais, mais c'est un peu comme comme un audit en fait, hein, il y a un code d'éthique et le code d'éthique des auditeurs fait que, par exemple, un auditeur qui estime qu'il a un conflit d'intérêts, doit se récuser et doit dire, «Non, non, aucun intérêt à aller là». Enfin, si justement, il aurait un intérêt à y aller, donc il doit se récuser. Mais tout comme un bureau de certification doit le faire aussi s'il sait qu'un auditeur peut avoir un conflit d'intérêts. Et donc j'imagine, moi, du coup, que c'est très compliqué qu'en Belgique, vu la justice qu'on a, les moyens, la rareté des experts judiciaires, parce que le marché, on l'a dit en intro du podcast, le marché est tellement petit qu'à un moment donné, ça va être difficile d'accepter une mission puisque tu auras, comme tu dis, hein, tu peux très bien avoir été mandaté ou gagner un autre marché public, être à la cause. Et donc, de l'autre côté, tu peux pas être expert judiciaire et en même temps, il n'y en a pas assez. Donc, je pense que c'est une grosse question pour la justice et je pense qu'on manque d'experts judiciaires aussi. Toi, tu as aussi des contraintes du style des délais qui sont imposés par la justice quand tu décides de prendre une mission. Comment ça se passe? Oui, oui, donc on a un cadre qui est formaté, donc on en reçoit la mission, on a une échéance, on peut, devoir à plusieurs niveaux, donner, des et à revenir avec des rapports intermédiaires, mais il y a une échéance finale qu'il faut absolument respecter, d'être impartial avec les parties, d'échanger les mêmes informations entre parties et Mmh. de rester, voilà, vraiment, impartial, c'est important et de pouvoir, réaliser sa mission en temps et en heure.
OK, donc on voit vraiment en fait, enfin moi je ressens le le lien entre peut-être au début la comptabilité, les 1 et les 0 pour l'IT et cette rigueur qu'il faut avoir pour finalement amener toute une série de findings ou de preuves, avec un cheminement. On va garder, hein, la chain of custody pour démontrer comment on a collecté les preuves, afin qu'elles soient recevables au niveau d'un juge et j'imagine aussi qu'il y a une certaine pression selon les dossiers. On va pas rentrer dans le détail des dossiers ici, mais selon le type de dossier, il peut y avoir une pression timing, une pression par rapport à l'importance pour toi de mener à bien le dossier et que c'est pas, ça doit pas être facile tous les jours. Non, c'est exact, hein. Puis il y a aussi, l'aspect, technique. Les tous les dossiers ne se ressemblent pas. Il y a des dossiers qui sont un peu plus complexes aussi, Mmh. donc la complexité, est-ce qu'il faut intervenir sur site? Est-ce qu'on fait les analyses dans notre labo? Ben, voilà, il y a tout, c'est pas simple. Et est-ce que tu te souviens, en général ça marche, mais est-ce que tu te souviens de ta toute première mission en tant qu'expert judiciaire? Tu étais prêt Oui, ou tu as improvisé? non, j'étais prêt, donc ben, ici, on va rebondir sur la demande qui avait été faite, que j'ai dû aussi me déporter. Mais effectivement, c'était un appel téléphonique et où le magistrat m'expliquait un peu, les tenants et aboutissants de la mission. Et c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis: «Je suis expert judiciaire en cybersécurité»? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Ils imaginent les trucs comme on l'a fait tout à l'heure en rigolant avec les experts Miami et Horatio Kane ou ils pensent complètement à autre chose? Oui, bah, souvent, c'est à ça qu'ils font référence. Moi, je leur explique que voilà, on scénarise pas toujours toutes les missions non plus, donc on reste un peu, elle est pragmatique dans l'approche et j'essaye d'être le plus explicatif possible dans le cadre d'une analyse. Faut rester un peu humble aussi. Oui, oui, OK. Hem et est-ce que tu peux nous raconter, sans évidemment divulguer, trop d'informations, une affaire où tu as été mandaté par un juge? Mmh. C'était quoi les enjeux? Les enjeux étaient ici, principalement d'analyser une, code, Mmh mh. au niveau de la cybersécurité. Mmh. Il y a souvent des problèmes quand on code une application, soit on hardcode des éléments et ça provoque, enfin, ça génère des soucis de cybersécurité et spécialement, en cas d'attaque, de cette application. C'est quoi le truc what the fuck que tu as découvert en analysant des preuves numériques? Le truc vraiment qui t'a choqué, où tu as été mandaté pour un truc et en analysant les preuves numériques, tu tu vraiment tu es tombé sur autre chose ou des faits marquants? Oui, bah, j'ai une petite anecdote, à ce sujet. C'est un dossier qu'on m'avait soumis, enfin qu'une cliente, c'était plutôt, l'aspect du conseiller technique, où j'ai analysé, le dossier et dans les faits qui m'ont été, communiqués aussi et les éléments, une des personnes, entre guillemets «qui était la victime», avait, avait considéré que son identité avait été usurpée et en réalité, j'ai démontré A plus B que Mmh. c'était pas tout à fait, correct. Mmh. Donc il a fait une fausse déclaration. C'est donc voilà, ça a entraîné des conséquences aussi juridiques par la suite. Elle a lancé un boomerang et cette personne-là s'est repris le boomerang, C'est ça. sans imaginer que les preuves allaient se retourner contre elle. Et il y a aussi tu m'as parlé, c'était quand? Il y a une semaine, hein, lorsqu'on fait notre call le samedi, d'un, d'un ingénieur, on va pas non plus divulguer, qui que ce soit, c'est pas le but, mais d'un ingénieur qui a quitté son associé et qui est parti avec le mot de passe. Donc déjà, il y a pas eu de JML, Joiner, Mover, Leaver, mais peu importe, il est parti avec le mot de passe. Il a demandé à un de ses informaticiens de pomper toute la base de données ou tout le site pour refaire un nouveau site web. Cette personne-là t'a appelé pour essayer d'aller mitiger les risques de ce qu'il avait fait. Où est-ce que ça en est, ce truc-là? Oui, c'est un dossier assez particulier. Effectivement, si, je pense qu'il y a à la base un peu une méconnaissance, peut-être aussi de certaines règles, sachant que quand on démarre une nouvelle activité, spécialement professionnelle, ben, il faut pas reprendre tout, de son ancien
Patron, parce que Vol d'IP, les gars, ne faites surtout pas ça. c'est problématique.